Ce qui m'intéresse, c'est le packaging et le pricing de ce SaaS. À l'époque, il n'y a qu'un plan, il y a plusieurs plans, et comment vous l'intégrez à vos propositions commerciales auprès de vos clients? En fait, du coup, nous, notre vision, c'est vraiment d'avoir un all-in-one subscription, tu vois. Donc, il n'y a pas de différents... Enfin, en fait, on inclut, si tu veux, le SaaS, la plateforme. Non, plus que ça, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Ouais, pas prendre juste le link sans le SaaS, c'était pas possible. Non. Okay. Ouais, tu commandes dans notre app, tu vas en magasin, les gens ils viennent pas, tu jettes les impressions photos. Ah ouais. Et avant, on avait pas mal, il y avait un certain nombre de no-shows. Encore une fois, ça a permis d'augmenter les marges aussi. C'était un win-win en fait, finalement c'était un win pour le client parce que l'expérience est plus smooth, tu payes avec Apple Pay, et après c'est un win pour les partenaires parce qu'il y a moins de commandes qui sont pas honorées quoi, en fait. Comment tu détermines un prix, même s'il évolue ensuite? Au début, c'est quoi? Vous avez fait une stratégie par les coûts, vous avez dit bon, les concurrents font ça, on y va. Comment ça s'est fait? Ce qu'on a fait, c'est assez simple dans la méthode. Ce qui est plus compliqué, c'est de le mettre en œuvre, je pense. C'est D'ailleurs, tu parles des crédits, c'est intéressant, c'est une partie que j'aime bien. Sur le packaging et le pricing, est-ce que ça a évolué? Tu parlais de limite de crédit au début, est-ce qu'il y a eu des évolutions ou est-ce que tu as des intuitions? Comment c'est packagé maintenant, Tomorrow? Ça n'avait pas évolué en termes de pricing sur tu vois, le système de crédit. On a vraiment eu une approche coût au début pour se dire ça, c'est ok, essayons de faire le travail de se dire, nous, l'unité de référence, c'est le contrat. Donc par contrat, combien de résumés vont être générés? Faisons cette hypothèse-là. Par contrat, combien de questions vont être posées au chat sur le contrat? Combien de reformulations vont être faites? Combien de recommandations, de négo vont être faites? Donc on a eu cette approche. Et après on s'est dit, ok, combien nous coûte OpenAI pour chacune de ces actions? Et derrière, faut qu'on ait de la marge, et surtout, faut qu'on ait un filet de sécurité qui est que si demain l'usage il est exponentiel, en fait, on ne se retrouve pas piégé avec des coûts qui explosent et un tarif qui est, lui, stable. C'est quoi les bonnes pratiques là-dessus? D'ailleurs, tu disais, on prend les coûts d'OpenAI, il faut qu'on mène de la marge. C'est un peu comme dans le retail, on met 30%, ou c'est quoi les bonnes pratiques? Ouais, nous, on a été hyper arbitraire, où effectivement, on a mis x5. Okay. Et on s'est dit, en fait, avec ça, on est large, et on est large. En fait, c'est vraiment c'est comme de l'assurance. En fait, tu as des clients qui vont te coûter peut-être plus cher, et tu en as qui vont te coûter moins cher, qui payent ou non, tu vois. Donc ça, c'est vraiment l'approche coût, et ça n'inclut pas du tout la valeur que tu déploies au client et le temps que tu lui fais gagner. Tu vois, le client, il paye pour ça à la fin. Il paye pas juste pour amortir des coûts d'OpenAI. Donc on est parti comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça n'a pas évolué, tu vois. Moi je me suis perdu. Et tu veux le faire évoluer, ce pricing, comment tu le vois? Il y a beaucoup de logiciels de software SaaS qui ont un peu cette pratique de se dire, nous on fait évoluer les pricing vers le haut tous les 6 mois tant qu'on voit qu'il y a de l'usage. Est-ce que c'est un truc que tu suis toi, ou pour l'instant c'est pas dans les plans? Là aujourd'hui, hier on a lancé une nouvelle offre dans Euro avec justement ce système de révision qui fait que les prix ont augmenté. Donc nous en fait on va pas systématiquement augmenter parce que les gens nous disent oui. On augmente quand on estime qu'on ajoute la valeur, quoi. Une valeur de manière notable. Et là, tu vois, les prix ont doublé depuis hier, parce qu'en fait, on estime que la fonctionnalité qu'on a lancée hier, elle est, en termes de valeur, équivalente à l'ensemble des fonctionnalités qu'on avait lancées précédemment. Et donc, c'est là, tu vois, qu'on repackage et qu'on redistribue. Mais autrement, on n'a pas augmenté entre-temps. C'est fort ce que tu dis. La valeur qu'on apporte avec cette nouvelle fonctionnalité est équivalente à ce qu'on faisait avant. C'est quoi? C'est de l'intuition, ça? Comment tu le calibres? C'est l'intuition qui est basée sur aussi une réalité qui est aujourd'hui, si tu prends la vie d'un contrat, en fait, l'étape où tu passes le plus de temps, c'est sa négociation. Tu vois, c'est cette phase d'aller-retour. C'est là, en fait, tu vois, si tu te dis un contrat, j'ai mis 1 mois à le signer. En fait, sur ces 1 mois, il va y avoir quelques minutes pour le générer. Il va être envoyé. Tu vas avoir 30 jours pour le négocier. Et le dernier jour, il va être signé. Ouais. Donc, en fait, là où il y a énormément de valeur ajoutée, c'est comment est-ce que ces 30 jours de négo, demain, j'arrive à les faire passer en quelques jours, voire quelques heures. Et là, en fait, tu as une valeur qui est considérable parce que au-delà du temps que tu as fait gagner aux individus dans le process, tu as accéléré l'activité de ta boîte. Tu vois, tu as permis à tes commerciaux de signer 1 mois plus vite, donc d'encaisser du revenu 1 mois plus vite. Si c'est des contrats marketing, d'en faire la promotion 1 mois plus tôt, etc. Tu vois, donc tu as quand même une dynamique qui est assez folle. Donc ouais, on estime aujourd'hui, c'est notre postulat de se dire, pour nous, c'est au moins
équivalent à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ok, très bien. La douleur, en fait, dans votre écosystème à vous, dans votre secteur, c'est vraiment le temps et les fameux allers-retours qui prennent du temps à tout le monde. C'est pas que du temps, c'est aussi de l'énergie, etc. Et ça frustre beaucoup les gens. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ce que vous avez adressé là, ça rentre pile dans ce sujet de douleur. Et c'est pour ça que tu penses qu'il y a de la valeur, enfin que vous êtes convaincu que c'est là où vous apportez beaucoup de valeur, quoi. Ouais, carrément. C'est hyper intéressant. Combien de temps vous mettez pour construire le SaaS et finalement le commercialiser pour la première fois? Je pense qu'ils l'ont fait pendant le confinement. Tu vois, ils ont commencé à bosser dessus en janvier, février. Ouais, ça a mis 3-4 mois, quoi, je pense. 3-4 mois, ouais. Ouais. Et comment vous avez packagé? Alors, ce qui m'intéresse, c'est le packaging et le pricing de ce SaaS. À l'époque, il n'y a qu'un plan, il y a plusieurs plans. Et comment vous l'intégrez à vos propositions commerciales auprès de vos clients? En fait, du coup, nous, notre vision, c'est vraiment d'avoir un all-in-one subscription, tu vois. Donc, il n'y a pas de différents... Enfin, en fait, on inclut, si tu veux, le SaaS, la plateforme. Non, plus que ça, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Ouais, pas prendre juste le leasing sans le SaaS, c'était pas possible pour vous. Non. Ok. Enfin, tu vois, c'est un service un peu... Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très simple, tu vois, tout inclus. Après, dans le SaaS, du coup, tu as des add-ons, quoi. Enfin, maintenant, donc, on a développé pas mal de choses. Bien sûr. Donc, on a... là, c'était la première version, donc qui, je pense, n'était pas capable de se vendre toute seule. Tu vois, c'est pas... Je pense qu'un système d'inventaire, c'est cool, tu vois, mais tu vas pas facturer... entre guillemets, un Excel amélioré, quoi, tu vois. Maintenant, on a ajouté des fonctionnalités, donc MDM, comme je te disais, donc Mobile Device Management, donc qui te permettent de sécuriser ton parc à distance, donc tu vois, de crypter les disques durs, tu vois, de désactiver un ordi à distance s'il se fait voler, tu vois, d'être compliant ISO 27001, donc ça c'est beaucoup plus, ça c'est de la tech beaucoup plus développée, donc ça c'est devenu un add-on, tu vois, t'es pas obligé de, tu vois, tu payes le leasing, mais le MDM c'est une facturation séparée. Et puis on a d'autres choses, on a antivirus, password manager, donc on a plein de produits supplémentaires, mais ça fonctionne. Donc là, c'est pas des plans, tu vois. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt entre guillemets marketplace, c'est-à-dire que tu vas payer, tu choisis les produits que tu payes en plus, et c'est un abonnement séparé, quoi. Et pour revenir au début, du coup, donc tu dis on l'intègre directement au pricing. Finalement, le leasing, c'était quelque chose c'était du paiement mensuel, récurrent ou annuel, j'imagine, à l'époque, avant de lancer le SaaS. Ouais, mensuel. Ouais. Et donc, quand tu intègres le SaaS, tu dis à tes clients, ça va coûter plus cher maintenant, ou tu gardes le même prix? Non, je garde le même prix. Bon, après, le prix, tu vois, a évolué naturellement, je pense. Enfin, il n'y a pas eu de changement de prix. En fait, je pense qu'au début, on a vendu une vision, quoi. Donc, tu vois, nous, on a toujours été, entre guillemets, plus cher qu'un leasing pur et dur, tu vois, c'est-à-dire un leasing sans service, mais qui n'est pas du tout ce qu'attendent en fait la plupart des entreprises, quoi, en particulier les PME. Mais tu vois, on a toujours été positionné plus cher, on a toujours fait des marges entre guillemets plus importantes, mais après derrière on investit beaucoup plus à côté, quoi. Et donc en fait, je pense qu'au début, je vendais une vision. En plus, c'est moi qui vendais directement, donc si tu veux, tu vends vachement une vision quand t'es fondateur. Et puis en fait, cette vision s'est créée au fur et à mesure. Mais donc du coup, tu vois, un client qui commandait au tout début et qui commandait pour 3 ans un ordinateur, en fait il achetait une vision, mais en fait ensuite quand on a sorti le SaaS et on continue à développer plein de fonctionnalités, lui il continue à payer le même prix, tu vois. Donc on n'a pas vendu quelque chose qu'on n'a pas délivré derrière, quoi. Aujourd'hui le modèle c'est que les gens payent dans l'app et il y a une petite partie encore qui est payée en magasin. Ils payent 2 fois. Mais en fait ils font un prépaiement en fait. Et ce qui nous a permis aussi de réduire les no-show en fait, et ça c'était vachement intéressant pour tout le monde parce que si tu commandes dans notre app, tu vas en magasin, les gens ils viennent pas, tu jettes les impressions photos. Et avant on avait il y avait un certain nombre de no-show. Encore une fois, ça a permis d'augmenter les marges aussi. C'était un win-win en fait. Finalement, c'était un win pour le client parce que l'expérience est plus smooth, tu payes avec Apple Pay. Et après, c'est un win pour les partenaires parce qu'il y a moins de commandes qui ne sont pas honorées, quoi, en fait. Et alors vous, ça vous arrange dans l'expérience? Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des impacts business pour vous là-dessus. Si ce n'est peut-être des gens qui reviennent plus ou juste un NPS, j'en sais rien. Alors, en fait, c'est que ce changement-là de transfert du moyen de paiement, il a été accompagné d'un deuxième changement. C'est que jusqu'à présent, on n'avait pas le contrôle des prix. Les prix étaient décidés. Il y avait une grille de prix qui était décidée par le partenaire. Et on n'avait pas d'autre choix que s'y conformer. Et donc, nous, le problème, c'est que, super, quand tu fais un tirage photo, pourquoi pas, quoi, tu vois, le prix, il est fixé. Par contre, nous, on commençait à ajouter des fonctionnalités, enfin, par exemple, des templates, on a des partenariats avec des licences, comme Warner Bros. Donc, en fait, tu veux inviter... c'est la fête d'anniversaire de ton fils, tu veux inviter ses copains, il peut mettre sa tête à côté de Harry Potter, à côté de Batman.
Et ça, forcément, nous, on rétrocède une partie aux licences. Et là, on ne pouvait pas marger en fait, là-dessus. En fait. Et donc, il a fallu leur dire, mais en fait, ces produits-là, on peut les vendre plus cher. Donc, laissez-nous l'offre commerciale. Et la main dessus. Voilà. Et l'IA, c'est pareil. En fait, là, tu vois, quand on fait des traitements d'images, ça mobilise des ressources. Et puis, c'est des investissements forts, en fait, qu'on fait. Comment on arrive à se différencier si le prix est le même, en fait, nous, on ne s'y retrouve pas et on ne peut pas engager ces investissements. Ouais. Et donc, il y a eu, en même temps qu'on récupérait la transaction, le paiement, il y a eu ce travail de dire laissez-nous de la latitude sur l'offre commerciale, sur les prix. Et donc, on s'est retrouvés, nous, ça faisait 10 ans qu'on faisait un peu du e-commerce, mais finalement sans maîtriser les prix. Et on s'est retrouvés à se dire waouh, on a un super jouet dans les mains, on peut jouer avec les prix, on peut faire des bundles, on peut faire tout l'e-commerce, en fait. Ah, vous avez retrouvé pas de l'indépendance, c'est pas le bon mot, mais de la liberté, en fait, sur la façon dont vous montez le produit, quoi. Et donc, j'imagine que, la négo n'a pas dû être simple, mais j'imagine que les leviers, c'était de leur dire, écoutez, si on a la main là-dessus, on va pouvoir faire plus de tests et surtout, en fait, on va pouvoir monter les commissions générales, puisque si on arrive à monter nos prix, vous allez gagner. Exactement, en fait. Et donc, il y a eu ce truc parce qu'on est convaincu qu'on va faire la différence sur la qualité de ce qu'on va produire à la fin. Les produits imprimés, ils vont être différents chez nous, quoi. Ouais. Et c'est ça qui a fait la croissance de la boîte, en fait. Le deuxième point qui est lié au produit, du coup, ce serait le sujet packaging, pricing. On en a parlé un petit peu déjà. Comment tu détermines, donc, tu as dit que vous avez fait une recherche, d'ailleurs, une exploration sur ce sujet-là, sur ces thématiques. Comment tu détermines un prix, même s'il évolue ensuite? Au début, c'est quoi? Vous avez fait une stratégie par les coûts? Vous avez dit, bon, les concurrents font ça, on y va? Comment ça s'est fait? C'est compliqué le prix. C'est toujours l'enfer parce que il y a toujours une partie de la boîte qui dit on est trop cher parce qu'ils pensent que voilà, l'autre qui pense qu'on a plus de valeur et qu'on devrait vendre plus cher. Et en plus, ça change. C'est-à-dire que l'écosystème a changé. On était tout seul. Aujourd'hui, il y a plus de monde et donc il y a des stratégies de prix qui changent. Ce qu'on a fait, c'est assez simple dans la méthode. Ce qui est plus compliqué, c'est de le mettre en œuvre, je pense. On a parlé à nos utilisateurs avec des questionnaires très ouverts en leur disant si on vous livrait ça, quelle serait la juste valeur? Enfin, voilà, les questionnaires de prix qui sont maintenant assez largement répandus. Et donc, on a posé ces questions en disant... quel serait le bon prix? Est-ce que vous êtes sensible à ce prix? Quelles sont les options que vous regarderiez si vous ne pouviez pas payer ça? Et donc, voilà, ça nous a aidé à fixer correctement le prix avec des analyses de data assez poussées. C'était marrant intellectuellement. Et après, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut se jeter sur le marché et voir comment les utilisateurs et les prospects réagissent. Et ensuite, post-2022, est-ce qu'il y a eu une stratégie où vous vous êtes dit, en fait, ce prix va monter constamment, comme on le voit dans beaucoup de SaaS, ou est-ce que finalement, il n'y a pas eu tant d'adaptation que ça? On a peu changé depuis. C'est une réflexion en cours en ce moment parce qu'en fait, on a rajouté beaucoup de valeur produit sans changer le prix qui avait été fixé quasiment fin 2022, début 2023. Donc, il y a une réflexion en cours pour se dire, finalement, avec toute la valeur qu'on a rajoutée, parce qu'on a mis beaucoup de valeur produit en plus, est-ce qu'il ne serait pas légitime soit de créer un produit en plus, soit un plan de produit en plus, soit d'augmenter les prix? Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde où tout le monde fait attention à son argent. Nous, on cherche à être rentable, mais ça ne doit pas se faire au déficit de nos clients qui sont aussi en train de faire attention. Donc, on est plutôt en train de préserver nos prix et de garantir la continuité de nos clients aussi. Là, le switch qu'on voit sur pricing et packaging, c'est surtout avec l'arrivée de l'AI. En fait, tu as quand même une contrainte de coût assez forte puisque tu viens de te connecter avec des API qui coûtent un peu cher. Oui. C'est votre cas? Il y a eu un switch là-dessus ou finalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas sensible à ça? Non. On n'est pas trop sensible à ça parce qu'en réalité, dans notre domaine, les IA sont pas chers. Quand on regarde les LLM et ce qu'ils sont capables de faire, ils sont presque d'un rapport 50 ou 100 fois moins chers que certaines technologies qu'on utilise. Comment ça se fait? Je suis pas spécialiste là-dessus, donc je pourrais pas... je découvre en live, ça m'intéresse que tu me dises si tu as Je pense qu'il y a une question à mon sens, de technologie pure et de modèle qui fait que, in fine, à mon avis, c'est de la puissance de calcul, mais qu'on arrive à proposer des services à peu près identiques. Et la stratégie qu'on est en train de réfléchir, c'est de se dire, c'est pas tout à fait identique, donc c'est moins qualitatif parce que c'est pas encore aussi poussé. On peut peut-être, sur des pricing un peu moins élevés, avoir des sujets avec un produit qui est moins cher, qui préserve nos marges, mais qui apporte un premier niveau de qualité, et puis pour des clients qui sont prêts à s'investir un petit peu plus, pricer aussi un petit peu plus cher ces services plus premium. Ok, très clair.
pricing, packaging, produit, juste un truc, quand un de vos clients historiques, ou d'ailleurs, je pense que c'est clients historiques, vous voyez qu'en fait, il va falloir qu'ils passent sur un plan supérieur, la limite se fait quand ? Est-ce qu'il y a un déclencheur de pricing ou est-ce que juste c'est parce que vous les accompagnez en sales ? Il y en a beaucoup. Okay. En général, on va, comme on va leur parler très régulièrement, on va détecter. Donc déjà, voilà, aujourd'hui, à peu près la moitié de notre croissance de revenus, elle est faite sur notre base installée, parce que les gens rentrent chez nous, ils nous essayent. Ça, c'est plutôt le boulot du sales. Et puis après, il y a une équipe d'account manager. Mais en réalité, ça vient aussi beaucoup de chez eux, parce qu'on leur a proposé quelque chose. Nous, on équipe beaucoup de gens qui n'ont pas de process au départ. On est encore sur un marché qui n'est pas un marché de rééquipement, mais un marché de premier équipement. On est plus nombreux, mais on continue d'évangéliser ce marché. Et donc, on remplace, nous, bêtement, un Drive et un Excel, en général. En général, les clients vont rentrer, ils vont adopter une première partie du produit. On va leur dire, gardez ça pour plus tard. Et quand ils ont mis en place le process, qu'ils ont compris ce qu'on cherchait à faire avec eux, ils ont vu les avantages, ils viennent nous chercher pour aller chercher la brique de dessus. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ok.